Ton esprit est comme une maison que tu as laissée avec toutes les portes ouvertes. La peur entre, l'anxiété entre, de vieux souvenirs entrent, des opinions étrangères et même des pensées que tu ne reconnais pas comme les tiennes. Et pourtant, tu te demandes pourquoi ta vie semble désordonnée, lourde ou hors de contrôle. La réponse est simple, tu n'as pas appris à fermer ces portes. Ici, nous ne maquillerons pas la réalité. La plupart vivent en réagissant, pas en choisissant. Ils perdent de l'énergie sur ce qu'ils ne contrôlent pas, se noient dans des pensées qu'ils ne remettent même pas en question et vivent si distraitement qu'ils ne distinguent plus l'essentiel de l'inutile. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de maîtrise intérieure. C'est pourquoi cette vidéo existe, pour te dire, sans adoucir quoi que ce soit, que ta transformation commence lorsque tu prends la responsabilité de ton monde intérieur. Quand tu apprends à lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Quand tu cultives le silence pour écouter ta vraie voix. Quand tu renforces ton focus pour cesser d'être l'esclave de chaque stimulus qui t'entoure. Ici, le stoïcisme, la psychologie et les neurosciences se rejoignent pour te montrer comment récupérer ton esprit, pièce par pièce. Parce que si tu ne te gouvernes pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi, tes émotions, ton ego, tes impulsions ou le bruit du monde. Reste jusqu'à la fin, non pas pour te divertir, mais pour comprendre comment construire un état d'esprit fort, conscient et difficile à briser. Cette vidéo est un appel direct. Il est temps d'entrer dans ta propre maison et de commencer à fermer des portes. 1. Lâche ce que tu ne contrôles pas. L'esprit ressemble à un poing fermé qui essaie de retenir du sable. Plus tu forces, plus il s'échappe rapidement entre tes doigts. C'est ce qui t'arrive lorsque tu t'accroches à ce qui ne dépend pas de toi. Tu te crispes, tu t'épuises, tu te frustres et pourtant tu n'obtiens rien. Tu restes seulement avec l'amère sensation d'avoir lutté contre quelque chose qui n'a jamais été entre tes mains. Et aussi dur que cela puisse paraître, tu as besoin de l'entendre très clairement, tu perds de l'énergie en essayant de dominer ce que tu ne pourras jamais contrôler. La plupart des gens sont pris dans ce schéma. Ils se soucient des décisions des autres, des futurs qui n'existent pas encore, des opinions qui changent chaque jour et des résultats qui ne dépendent pas uniquement de leurs efforts. C'est la raison pour laquelle l'esprit se sent lourd. Ce n'est pas que la vie est insupportable, c'est que tu portes trop de poids. La philosophie stoïcienne le résume en une idée simple. Libère-toi de ce que ta volonté ne contrôle pas et concentre-toi uniquement sur ce que tu peux diriger. Le reste n'est que bruit, distraction et perte de temps vital. Quand tu essaies de manipuler l'extérieur, tu entres dans une bataille que tu ne peux pas gagner. Tu veux que quelqu'un agisse comme tu le souhaites, que les choses s'alignent selon tes attentes, que le monde te donne un traitement spécial, simplement parce que tu essaies de bien faire les choses. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie répond aux faits, pas aux désirs, aux actions, pas à l'imagination. Lâche cette illusion enfantine que tout se passera toujours comme tu le veux et tu verras que ton esprit commence à respirer. La psychologie explique que s'accrocher est une tentative désespérée de sentir le contrôle face à l'incertitude. Nous voulons des garanties, de la stabilité, des fins prévisibles, des personnes qui ne changent pas, des émotions qui ne font pas mal. Nous essayons de nous accrocher à n'importe quoi qui nous donne le sentiment de sécurité, même si cette sécurité est fausse et nous détruit. S'accrocher est un mécanisme de défense mal entraîné. Lâcher prise est un acte de maturité. Lâcher prise ne signifie pas renoncer ou être passif. Cela signifie accepter ce qui ne dépend pas de toi et agir uniquement sur ce que tu peux transformer. Cette distinction est le cœur de la maîtrise intérieure. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est arrêter de t'épuiser inutilement. C'est un mouvement mental qui te rend plus léger, plus conscient et plus puissant. Tant que tu restes accroché à des personnes qui ne te correspondent pas, à des situations qui ne changent pas ou à des résultats qui n'arrivent pas, la vie continuera à t'entraîner comme un courant qui ne contrôle pas ses eaux. Les neurosciences le confirment également. L'esprit qui lâche prise se repose. L'esprit qui s'accroche s'enflamme.
Le stress chronique apparaît lorsque l'attention reste coincée sur quelque chose qu'elle ne peut pas résoudre. La chimie du corps réagit comme si tu faisais face à une menace réelle, même si la menace n'existe que dans ta tête. Quand tu apprends à lâcher prise, ton système nerveux se détend, ton attention s'organise et ton énergie revient là où elle doit être. Le détachement est une discipline. Ce n'est pas une déconnexion émotionnelle. C'est choisir de ne pas te détruire mentalement pour quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est te dire à toi-même, cela ne dépend pas de moi, donc je ne vais pas gaspiller ma paix là-dessus. C'est une déclaration silencieuse de respect de soi. Lâcher prise, c'est te choisir. Choisir ta tranquillité. Choisir ton focus. Choisir ta stabilité interne au-dessus de toute situation qui veut t'entraîner vers le chaos. Quand tu lâches prise, tu récupères du pouvoir. Tu arrêtes de réagir et tu commences à décider. Tu arrêtes de dépendre de l'extérieur et tu commences à construire de l'intérieur. C'est la véritable force. C'est la base de la maîtrise intérieure. 2. Observe tes émotions sans t'y attacher. Les émotions sont comme une rivière en crue après une tempête. L'eau avance avec force, emporte des branches, frappe les roches et change la couleur du lit de la rivière. Mais aussi violent que puisse paraître le mouvement, tu n'es pas la rivière. Tu es simplement debout sur la rive à l'observer. La plupart des gens oublient cela et finissent par sauter dans l'eau, se laissant emporter par des courants internes qu'ils ne savent pas contrôler. Ils confondent ce qu'ils ressentent avec ce qu'ils sont et finissent par se noyer dans leur propre esprit. Observer tes émotions sans t'y attacher ne signifie pas les réprimer, ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie les comprendre sans t'y soumettre. Chaque émotion qui apparaît en toi porte un message, mais c'est toi qui décides si ce message devient une vérité ou un simple signal d'alerte. Lorsque tu t'attaches à ce que tu ressens, tu commences à construire ton identité sur des états temporaires. Et c'est là que naît le chaos mental. Une émotion dure quelques minutes, mais un attachement émotionnel peut durer des années. La psychologie explique que le problème n'est pas de ressentir, mais de s'accrocher. Le cerveau réagit automatiquement aux stimuli, mais c'est toi qui décides si tu nourris cette réaction ou si tu la laisses mourir. L'émotion est une étincelle, l'attachement est l'incendie. Les stoïciens voyaient les choses de la même manière. Ils n'écartaient pas les émotions, mais ne les transformaient pas non plus en guides absolus. Ils disaient quelque chose de simple, ressens, mais ne t'asservis pas. Laisse l'émotion passer sans qu'elle détruise ta clarté. L'esprit observateur est un outil puissant. Lorsque tu parviens à l'activer, tu commences à remarquer tes émotions comme si elles étaient des mouvements dans le ciel. Un nuage de colère qui apparaît, une rafale de peur qui passe rapidement, une ombre d'anxiété qui tente de rester, mais tu n'es aucune d'elles. Tu es le ciel où elles passent. Cela te donne de la distance et depuis cette distance, tu peux choisir ta réponse. Le problème est que la plupart des gens réagissent sans cette distance. Ils se mettent en colère et agissent à partir de la colère. Ils ont peur et agissent à partir de la peur. Ils se sentent blessés et agissent à partir de l'insécurité. Ensuite, ils regrettent, mais il est déjà trop tard. C'est la conséquence de ne pas observer. Lorsque tu n'observes pas, tu deviens l'émotion du moment. Tu perds ton centre, tu perds ton jugement et tu perds ta force. Les neurosciences révèlent que lorsque tu observes une émotion sans agir impulsivement, tu actives des zones du cerveau associées au raisonnement et au contrôle exécutif. En d'autres termes, tu récupères ton pouvoir. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, il s'agit de traiter. Une émotion observée se dissout, une émotion nourrie se multiplie. Le choix est toujours entre tes mains. Apprendre à observer sans t'attacher te rend également moins manipulable. Il y a des personnes, des situations et des pensées qui cherchent à t'allumer émotionnellement. S'ils y parviennent, ils te contrôlent. S'ils te maintiennent réactif, tu deviens prévisible. Mais lorsque tu as la capacité de regarder une émotion avec calme, même si elle est intense, même si elle est inconfortable, même si elle touche de vieilles blessures, personne ne peut l'utiliser contre toi.
C'est ça, la maîtrise intérieure. Observer te donne aussi de l'honnêteté. Cela t'aide à reconnaître que tout ce que tu ressens n'est pas vrai. Parfois, l'émotion exagère, déforme, invente des histoires pour justifier son intensité. Tu peux sentir que quelqu'un te rejette alors que ce n'est pas le cas. Tu peux sentir que tu vas échouer alors que tu n'as pas de preuves. Tu peux sentir que quelque chose ne va pas alors que tout va bien. L'émotion confond, l'observation éclaircit. La clé est de le pratiquer quotidiennement. Quand tu ressens de la colère, regarde-la sans agir. Quand tu ressens de la peur, respire sans fuir. 3. Cultive le silence intérieur quotidiennement. Le silence intérieur fonctionne comme un phare au milieu d'une tempête. Peu importe combien de vagues se lèvent, peu importe le bruit que fait le vent, la lumière reste allumée, ferme, constante, guidant sans crier. Et c'est ce qui te manque quand tu sens que ton esprit est sur le point d'exploser, quand le bruit du monde se mélange à ton propre bruit intérieur, jusqu'à ce que tu perdes la direction. Tu n'as pas besoin de plus de force, tu as besoin de silence. La vie moderne est conçue pour te déconnecter de toi-même. Notifications, messages, opinions, vidéos, discussions, actualités, stimuli constants qui bombardent ton esprit depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu essaies de dormir. Tu t'habitues à vivre en réagissant au monde, mais jamais en t'écoutant toi-même. C'est pourquoi tu te sens confus, saturé ou émotionnellement épuisé. Tu n'as pas appris à entrer dans ton propre espace mental. Tu n'as pas créé l'habitude du silence. Le stoïcisme l'a bien compris. Avant de faire face à la journée, les sages prenaient quelques minutes pour ordonner leur esprit. Ce n'était pas de la méditation mystique, c'était une simple hygiène mentale. Tout comme tu laves ton corps pour commencer propre, ils lavaient leurs pensées avant de sortir dans le monde. Le silence était un outil, une arme, une façon de s'assurer que la vie ne les prenait pas par surprise. Ils savaient que celui qui commence la journée avec du bruit intérieur est déjà vaincu avant de commencer. La psychologie moderne le confirme. Le silence quotidien réduit la réactivité émotionnelle, régule le système nerveux, améliore la mémoire de travail et renforce la capacité à prendre des décisions avec clarté. Le cerveau a besoin de moments sans stimuli pour se réorganiser, tout comme une pièce a besoin d'être aérée. Mais la plupart des gens vivent avec la fenêtre fermée et l'air accumulé. Il n'est pas étonnant qu'ils se sentent lourds. La neuroscience explique que lorsque tu te donnes des minutes de silence, le réseau neuronal par défaut s'active. Ce système est essentiel pour traiter les informations internes, résoudre les problèmes et comprendre tes émotions. Sans silence, ce réseau s'atrophie. C'est pourquoi tu as du mal à comprendre ce que tu ressens. C'est pourquoi tu ne sais pas quel chemin prendre. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque d'espace mental. Cultiver le silence intérieur ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie créer un territoire où les opinions extérieures ne décident pas de ta direction. C'est t'asseoir avec toi-même sans masque, sans bruit, sans distraction. C'est permettre à ton esprit de respirer. Le silence est un filtre. Tout ce qui ne sert pas reste dehors. Tout ce qui compte émerge. Mais voici la vérité inconfortable. Le silence fait mal au début. Il fait mal parce qu'il te montre ce que tu as toujours évité de ressentir. Il t'enseigne les frustrations que tu cachais, les vides que tu ignorais, les décisions que tu as reportées et les réalités que tu ne voulais pas affronter. C'est pourquoi beaucoup préfèrent rester occupés, divertis ou distraits, non pas parce que le bruit est plus confortable, mais parce qu'il leur évite de se confronter. Le silence révèle, mais il libère aussi. Pratiquer le silence intérieur quotidiennement est un acte de discipline et de sincérité. Tu peux le faire n'importe où, tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Assieds-toi simplement, respire, écoute. Laisse l'esprit parler et laisse l'esprit se taire. N'essaie pas de contrôler les pensées, observe-les simplement passer. Au début, cela semblera chaotique, mais ensuite, peu à peu, la clarté apparaît. Et avec elle, apparaît le pouvoir.
Celui qui maîtrise le silence maîtrise son monde intérieur. Il répond mieux, pense mieux, ressent mieux. Il ne se laisse pas entraîner par n'importe quelle provocation. Il ne tombe pas dans des impulsions inutiles. Il ne vit pas à la merci du bruit des autres. Son esprit devient un refuge, pas une prison. 4. Vise chaque action avec présence. La présence fonctionne comme une lanterne au milieu d'une forêt sombre. Quand tu l'allumes, tu vois le chemin clairement. Quand tu l'éteins, tout devient confus, incertain et plein d'ombres qui semblent plus grandes qu'elles ne le sont réellement. C'est ce qui t'arrive quand tu vis divisé entre ce que tu fais et ce que tu penses, entre le passé qui te pèse et le futur qui te fait peur. Ton corps est à un endroit, mais ton esprit est ailleurs, et ainsi personne ne peut avancer avec assurance. Vivre avec présence est une compétence que peu de gens maîtrisent. La plupart se déplacent en mode automatique, piégés dans des pensées répétitives, des doutes inutiles et des dialogues internes qui ne s'arrêtent jamais. Ils accomplissent des actions comme s'ils les regardaient de loin, déconnectés, dispersés, sans véritable intention. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie ne change pas. La réponse est simple, ils ne vivent pas le moment où ils peuvent vraiment transformer quelque chose, le maintenant. Le stoïcisme le disait sans détour, le seul temps que tu possèdes est l'instant que tu vis. Tout le reste est illusion, fumée mentale, une tentative d'échapper à la réalité présente. Celui qui ne vit pas avec présence gaspille sa vie. Non pas par manque d'opportunités, mais par manque d'attention. Non pas parce que le monde lui ferme des portes, mais parce que son esprit est trop occupé pour les voir. La psychologie actuelle le confirme. L'esprit présent est plus stable, plus émotionnellement intelligent et plus capable de prendre des décisions judicieuses. Quand tu es ici, vraiment ici, la rumination diminue, l'excès de soucis s'arrête et le pilote automatique qui te fait répéter les mêmes schémas encore et encore s'éteint. Vivre avec présence te rend la capacité de choisir. Les neurosciences expliquent que lorsque tu te concentres sur le moment présent, tu actives des réseaux neuronaux associés au contrôle exécutif et à la prise de décision consciente. Cela signifie que chaque action devient plus précise, chaque pensée plus claire et chaque émotion plus gérable. La présence ordonne le chaos interne parce qu'elle limite l'accès aux stimuli non pertinents. Tu deviens le maître de ton attention. Mais vivre avec présence exige du courage. Il faut faire face à ce que tu évites. Il faut cesser de fuir vers un passé qui n'existe plus et vers un futur que tu ne peux pas contrôler. Il faut s'engager dans ce que tu fais, qui tu es et ce que tu construis. Et cela n'est pas toujours confortable. La présence te confronte à tes distractions, à tes excuses et à tes habitudes qui ne servent plus. La présence est aussi précision. Quand tu manges, tu manges. Quand tu parles, tu parles. Quand tu travailles, tu travailles. Quand tu te reposes, tu te reposes. Pas question de tout mélanger, pas question de multiplier les tâches, pas question de laisser ton esprit sauter comme un animal agité. Chaque action a un but, et chaque but a un moment. Quand tu vis ainsi, même les petites choses deviennent significatives. Vivre avec présence te protège aussi. Quand tu es attentif, tu détectes les manipulations, tu identifies les signaux, tu perçois les changements et tu réponds avec intelligence. Tu ne te perds pas dans des interprétations exagérées, ni dans des réactions impulsives. Tu vois la réalité telle qu'elle est, pas comme ton esprit perturbé l'invente. La présence te donne du pouvoir, car elle te permet d'agir à partir de la conscience, pas de la confusion. Pratiquer la présence quotidienne n'est pas compliqué, mais cela demande de la discipline. Observe ta respiration pendant quelques secondes. Sens tes pas pendant que tu marches. Concentre ton attention sur une seule tâche. Reste conscient de tes pensées sans te laisser emporter par elles. Ce n'est pas de la spiritualité abstraite, c'est de l'entraînement mental. 5. Protège et renforce ton focus. Le focus ressemble à une flèche lancée au milieu d'un champ plein de vent. Si la flèche n'a pas de direction claire, le courant la dévie. Si tu la lâches sans fermeté, elle tombe avant d'atteindre la cible. Et si tu permets à n'importe quel bruit de te distraire, tu perds la force du tir. Il en va de même pour ton esprit.
Peu importe combien de talent tu as, combien de motivation tu ressens ou combien de rêves tu veux atteindre, si ton focus est faible, tout se disperse. La vérité est que nous vivons dans l'ère la plus dangereuse pour l'attention humaine. Pas dangereuse à cause des guerres ou des catastrophes physiques, mais à cause de la guerre silencieuse qui se déroule dans ta tête. Chaque application, chaque écran, chaque notification est conçue pour te voler des secondes de focus qui, lorsqu'elles s'additionnent, finissent par te coûter des années entières de progrès. La distraction n'est plus un accident, c'est un système. Et si tu n'en es pas conscient, ce système te dévore. Le stoïcisme parlait déjà de cela bien avant l'existence des écrans. Il disait que celui qui ne contrôle pas son attention ne contrôle pas sa vie. Le sage ne gaspille pas son énergie dans quoi que ce soit qui ne contribue pas à son but. La concentration était un acte de discipline interne et aussi de respect de soi. Parce que se concentrer n'est pas seulement choisir quelque chose, c'est renoncer à tout ce qui t'éloigne de cela. La psychologie moderne renforce cette idée. L'esprit humain n'est pas fait pour le multitâche, même si tout le monde le croit. Chaque fois que tu sautes entre les tâches, ton cerveau paie un coût cognitif. C'est comme s'il redémarrait légèrement encore et encore. Tu perds en profondeur, tu perds en qualité, tu perds en clarté. Tu finis fatigué sans avoir réellement progressé. C'est pourquoi beaucoup ont l'impression de beaucoup travailler, mais de peu progresser. Ils ne sont pas concentrés, ils sont divisés. Les neurosciences confirment que le focus est un muscle. Quand tu l'entraînes, il se renforce. Quand tu le négliges, il s'atrophie. Et les distractions ont le même effet qu'un poison lent. Elles ne te tuent pas en un jour, mais elles te dépouillent de ta capacité à maintenir l'esprit dans une seule direction. Ton attention devient fragile, inquiète, incapable de soutenir une tâche sans vouloir s'échapper vers des stimuli plus faciles. Renforcer le focus implique 3 décisions. La première, protéger ton esprit de ce qui l'affaiblit. Cela signifie des limites. Limites avec les réseaux, limites avec les personnes, limites avec tes propres habitudes impulsives. Tu ne peux pas te concentrer si tu permets à n'importe qui d'entrer dans ton esprit quand il le veut. La deuxième décision est d'éliminer le bruit inutile. Ce n'est pas du radicalisme, c'est de l'hygiène mentale. Chaque chose que tu élimines libère de l'espace pour ce qui compte vraiment. La troisième décision est de t'engager avec l'essentiel. Ton esprit a besoin de savoir ce qui est prioritaire pour ne pas errer sans direction. La présence et le focus sont connectés. Tu ne peux pas te concentrer si tu n'es pas présent. Et tu ne peux pas être présent si ton esprit est entraîné à sauter de stimulus en stimulus. Maîtriser le focus implique de construire de la résistance. Résister à la tentation de te distraire. Résister à l'impulsivité. Résister au besoin de gratification instantanée. Le focus te force à grandir parce qu'il te force à choisir. Cultiver le focus te donne aussi du pouvoir social. Dans un monde plein d'esprits dispersés, la personne qui peut se concentrer se démarque sans effort. Elle devient plus fiable, plus précise, plus efficace. La clarté mentale est une forme d'autorité. Les gens suivent celui qui pense avec direction. Ils respectent celui qui ne se brise pas sous des stimuli superficiels. Ils admirent celui qui va fermement vers un objectif sans dévier. 6. Reconnais et désactive ton ego. L'ego fonctionne comme un miroir brisé. Il reflète quelque chose, oui, mais de manière déformée. Il te montre une version agrandie quand tu veux te sentir supérieur et une version minimale quand tu te sens insécurisé. Il ne te montre jamais la réalité complète, seulement des fragments, seulement des morceaux. Et toi, croyant que ce miroir est vrai, tu finis par agir à partir d'une identité fragile qui répond plus à la peur qu'à la conscience. L'ego est ce bruit mental qui apparaît quand tu ne sais pas qui tu es, sans les apparences, sans les éloges, sans la validation externe ou sans les histoires que tu te racontes pour ne pas affronter ta vérité. C'est cette voix qui a besoin d'avoir raison, qui veut être vue, acceptée, admirée, protégée du rejet.
Mais surtout, c'est une construction qui t'affaiblit quand elle gouverne tes décisions. Et si tu ne le reconnais pas, il te contrôle. Le stoïcisme l'a bien compris. Ils enseignaient que le véritable ennemi n'est pas le monde, mais l'esprit qui s'accroche à une fausse identité. Le sage connaît sa valeur sans avoir besoin de la démontrer. Il connaît ses limites sans en avoir honte. Il connaît son rôle dans la vie sans se gonfler ni se rétrécir. Il sait que l'ego exagère, invente, manipule et dramatise. C'est pourquoi il l'observe et le maintiennent à sa place. La psychologie moderne le souligne également. L'ego agit comme un mécanisme de défense conçu pour te protéger de la douleur émotionnelle. Quand tu ressens de la peur, l'ego veut contrôler. Quand tu ressens de la honte, l'ego veut fuir. Quand tu te sens petit, l'ego veut s'imposer. Mais toutes ces réactions te déconnectent de la réalité. Tu agis pour défendre ton image, pas pour résoudre ta vie. Désactiver l'ego ne signifie pas l'éliminer. Cela signifie reconnaître quand il essaie de t'utiliser. Cela signifie l'observer sans le laisser prendre le contrôle du volant. La clé est d'identifier ces signaux. L'ego se manifeste avec précipitation, avec réactivité, avec un orgueil exagéré, avec une insécurité déguisée en force, avec un besoin d'approbation, avec une peur de se tromper ou avec de l'arrogance quand tu te sens vulnérable. Les neurosciences expliquent que l'ego s'active dans les régions du cerveau associées à la peur, à la survie et au jugement social. C'est pourquoi il réagit si rapidement. Il ne pense pas, il se défend. Il n'analyse pas, il attaque. Et si tu ne prends pas de distance, il t'entraîne. Il te fait répondre impulsivement, prendre des décisions à partir du ressentiment, discuter inutilement, éviter des conversations importantes ou saboter des opportunités juste pour maintenir ton image intacte. Reconnaître l'ego implique une honnêteté radicale. Cela implique de te dire à toi-même « cela m'a fait mal, cela m'a ému, cela a touché mon orgueil, cela m'a fait me sentir petit ». Quand tu nommes ce que tu ressens, tu reprends le pouvoir. Quand tu le caches, l'ego grandit. Il n'y a pas de transformation possible sans cette sincérité interne. L'ego se nourrit de ce que tu caches. Il s'affaiblit avec ce que tu admets. Le désactiver signifie aussi savoir quand faire un pas en arrière. Parfois, tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Parfois, tu n'as pas besoin de te défendre. Parfois, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parfois, la réponse la plus puissante est le silence. D'autres fois, l'acceptation. D'autres fois, la réévaluation. L'ego veut réagir, mais ta sagesse veut comprendre. Quand tu apprends à voir l'ego comme un reflet, pas comme ton identité, la véritable liberté commence. Tu n'es plus contrôlé par les vieilles blessures, ni par les peurs invisibles, ni par le besoin que le monde valide ton existence. Tu commences à prendre des décisions à partir du calme, pas de l'orgueil, à partir de la clarté, pas de la peur, à partir de l'authenticité, pas du masque. La personne qui contrôle son ego contrôle son destin. 7. Activez votre esprit observateur. Activer l'esprit observateur, c'est comme allumer une caméra de sécurité en vous. La plupart des gens vivent à l'intérieur de la scène, confus par le mouvement, pris dans le chaos du moment, réagissant sans réfléchir. Mais lorsque vous activez cette caméra interne, vous ne faites plus partie du désordre, vous êtes celui qui l'observe de haut. Vous voyez les motifs, vous voyez les répétitions, vous voyez la racine de vos réactions, et surtout, vous voyez ce qui vous contrôlait auparavant sans que vous vous en rendiez compte. L'esprit observateur est l'outil le plus puissant que vous ayez pour prendre du recul émotionnel. C'est l'espace intérieur où vous pouvez voir vos pensées sans être vos pensées, où vous pouvez ressentir vos émotions sans devenir ces émotions, et où vous pouvez remarquer vos impulsions sans leur obéir. Cet espace est la liberté. Sans lui, vous êtes l'esclave de votre programmation automatique. La plupart des gens vivent en réagissant comme si chaque émotion était un ordre. Ils se mettent en colère et agissent à partir de la colère. Ils ressentent de l'anxiété et agissent à partir de la peur. Ils ressentent de la tristesse et s'enfoncent dans l'idée que quelque chose ne va pas dans leur vie.
Mais l'émotion ne devrait être qu'un avertissement, jamais une sentence. Les stoïciens l'enseignaient avec une clarté totale. Ce qui vous perturbe n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation automatique que votre esprit crée. Et si vous ne l'observez pas, elle vous consume. La psychologie cognitive le confirme. L'esprit réagit avant que vous puissiez traiter. Des pensées automatiques apparaissent sans votre permission. Elles sont rapides, intenses, parfois irrationnelles, mais elles ne vous définissent pas. Elles ne deviennent dangereuses que lorsque vous les acceptez sans les remettre en question. L'esprit observateur agit comme un filtre qui sépare ce que vous êtes de ce qui passe simplement en vous. La neuroscience explique que lorsque vous observez vos propres processus internes sans vous identifier à eux, vous activez le cortex préfrontal, la partie du cerveau associée au raisonnement et à l'autocontrôle. C'est comme si votre esprit passait du mode réactif au mode conscient. Vos émotions cessent de vous contrôler et commencent à devenir des informations utiles. Ce changement de position mentale transforme votre vie. Activer l'esprit observateur signifie vous entraîner à voir avant de réagir, remarquer la colère avant le cri, remarquer la tristesse avant l'effondrement, remarquer la peur avant la retraite. Ce n'est pas facile, mais c'est la différence entre perdre le contrôle ou le maintenir. Lorsque vous observez, vous brisez automatiquement le cycle de l'impulsion. Le temps ralentit et vous récupérez la décision. Cela implique également de voir vos schémas, voir comment vous répétez les mêmes pensées lorsque vous vous sentez insécurisé, voir comment vous justifiez des habitudes qui vous nuisent, voir comment vous créez des histoires exagérées dans votre tête quand quelque chose ne se passe pas comme vous l'espériez. L'observation vous permet de reconnaître votre programmation émotionnelle et mentale, et une fois que vous la reconnaissez, vous pouvez la réécrire. Activer cet esprit nécessite une pratique quotidienne. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués, juste de la présence. Quand quelque chose vous dérange, arrêtez-vous pendant 2 secondes et observez ce que vous ressentez. Quand quelque chose vous perturbe, identifiez l'histoire que votre esprit est en train de créer. Quand une pensée négative apparaît, regardez-la comme si c'était une phrase écrite sur un écran. Observez sans juger. Observez sans réagir. Observez sans croire que vous êtes cela. Avec le temps, vous commencez à distinguer entre votre voix intérieure et le bruit mental. Votre voix est calme, ferme, raisonnable. Le bruit est chaotique, impulsif, craintif. L'esprit observateur est celui qui entend cette différence. Cette compétence vous donne un énorme avantage dans un monde émotionnellement débordant. Elle fait de vous quelqu'un de difficile à manipuler parce que vous ne réagissez plus automatiquement. Elle fait de vous quelqu'un de stable parce que vous voyez avant d'agir. 8. Décide calmement, pas impulsivement. Prendre des décisions sur l'impulsion, c'est comme conduire sous une tempête intense. Le pare-brise se remplit d'eau, la route se déforme, les lumières se confondent et le moindre mouvement brusque peut vous conduire directement au désastre. Mais lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous attendez quelques secondes, lorsque vous observez avec clarté, la tempête cesse d'être une menace et devient quelque chose que vous pouvez traverser avec prudence et fermeté. C'est ainsi que fonctionne le calme dans votre vie. Il n'élimine pas les problèmes, il vous donne une direction face à eux. L'impulsion est rapide, bruyante, anxieuse et veut toujours tout de suite. Elle ne pense pas, elle réagit. Elle n'analyse pas, elle se lance. Elle est chargée d'émotions pures et c'est pourquoi elle vous convainc d'agir sans mesurer les conséquences. L'impulsion vous dit « réponds maintenant ». Défends-toi maintenant. Fais quelque chose même si tu ne sais pas quoi. Ne laisse pas passer l'opportunité même si elle n'est pas la tienne. Ne reste pas immobile parce que tu vas perdre. Mais chacune de ces voies est guidée par la peur, l'ego ou l'insécurité. Et ce qui naît de là ne crée presque jamais de bons résultats. Le calme, en revanche, est une force silencieuse. Il ne vous crie pas dessus. Il ne vous met pas la pression. Il n'exige pas d'urgence. Il vous murmure simplement « attends, respire, comprends, regarde le tableau dans son ensemble, choisis avec intention ».
Le calme n'élimine pas l'intensité émotionnelle, il vous aide simplement à ne pas agir sous son emprise. Et cette différence change des destins entiers. Les stoïciens le savaient. Ils disaient qu'aucune décision prise sous une tempête intérieure ne peut être sage. La clarté apparaît toujours lorsque l'esprit cesse de brûler. Le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est voir la situation de haut, pas de la blessure. C'est agir à partir du but, pas de l'émotion. Parce que lorsque vous décidez impulsivement, vous protégez votre ego, mais lorsque vous décidez calmement, vous protégez votre avenir. La psychologie moderne montre que les décisions impulsives proviennent du système limbique, la partie émotionnelle la plus ancienne du cerveau, tandis que les décisions réfléchies activent le cortex préfrontal, associé au raisonnement, à la planification et au contrôle de soi. Autrement dit, lorsque vous répondez calmement, vous utilisez littéralement la partie la plus intelligente de votre cerveau. Lorsque vous répondez impulsivement, vous utilisez la partie la plus primitive. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la biologie. Les neurosciences ajoutent quelque chose de clé. Entre le stimulus et la réaction, il y a un espace, et cet espace peut être si petit que vous ne le remarquez parfois pas, mais il est là. Cet espace est où se trouve votre liberté. La liberté de ne pas répondre immédiatement, la liberté de ne pas céder à la peur, la liberté de ne pas vous blesser avec vos propres décisions, la liberté de ne pas détruire quelque chose pour une colère de 5 secondes, la liberté de penser. Décider calmement implique d'apprendre à faire une pause. Faire une pause n'est pas arrêter la vie, c'est la diriger. C'est vous donner quelques secondes pour voir l'intention derrière votre réaction. Vous demandez, ce que je ressens est-il réel ou est-ce mon ego? Cette décision me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de qui je veux être? Est-ce que j'agis à partir de la blessure ou de la raison? Le calme vous permet de répondre avec précision. L'impulsion vous fait tirer sans viser. Mais le calme n'apparaît pas seul, il se travaille. Il se cultive comme la concentration ou le silence intérieur. Il se renforce chaque fois que vous décidez de ne pas réagir. Chaque fois que vous choisissez de respirer avant de parler, chaque fois que vous ressentez l'impulsion de répondre rapidement et que vous choisissez d'attendre. Ces secondes sont plus importantes que vous ne l'imaginez. Ces secondes sont du pur contrôle de soi. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.